Alors, en ce qui me concerne, ça a commencé par l'infiniment petit, avec des nanoparticules fonctionnalisées appliquées à la détection des traces digitales. C'était à l'occasion de mon postdoc, effectué à l'École des sciences criminelles en 2004. À l'époque, j'étais persuadé que ces petites merveilles nanométriques viendraient en remplacement des réactifs traditionnels. J'ai arrêté cette voie de recherche depuis maintenant 10 ans, mais elle continue par le biais d'autres équipes au niveau international. Or, malgré plus de 20 ans de recherche sur le sujet, aucune technique de détection réellement efficace n'a émergé pour être transposée dans l'opérationnel. Une des raisons expliquant cela est que des pans entiers de connaissances liées aux traces digitales et à leur détection restent méconnus ou peu documentés. L'impact de la variation de composition, les interactions avec les supports, certains mécanismes de détection, etc. Or, ces connaissances sont cruciales, car elles représentent les fondements sur lesquels doivent s'appuyer les projets de recherche plus avancés, comme l'usage de nanoparticules. Voilà pourquoi je suis passé de l'infiniment petit à une activité de terrassement visant à renforcer les fondations de la discipline et permettre une plus grande maîtrise de certaines variables. My interest in education and inequality goes back to 3 master courses I took in Zurich. I met these competent and extremely passionate scholars. Maybe it's that passion that transmitted the spark, or maybe it was the fact that I started engaging systematically with connecting topics, looking for puzzles and explanation in the real world. This started a virtuous cycle, and I ended up writing my master thesis on educational inequalities and migration. Then, feeling it could not be it, I decided to pursue a PhD. That's another story. Since my master thesis, many ideas have been lying in my drawer, and then I got a chance and funding for them. That's what I'm doing now. Many ask me if my research has autobiographical elements, but no. It's purely intellectual curiosity, it's research that drives me. It's not me search. Le hasard, le temps, la décontraction. Le hasard. J'ai eu de la chance, j'ai souvent été exposé à des idées, des thématiques, voire des techniques sans que je réalise que cela pourrait déboucher sur une recherche. Au hasard des rencontres, des discussions entre collègues, des expertises que j'ai conduites ou des questions qui m'ont été posées par les administrations publiques, par les participantes et les participants à nos formations continues. Le temps, un claquement de doigts ne me suffit pas pour passer de l'exposition à la révélation, à l'émergence d'un projet. Il me faut laisser décanter, parfois pour des raisons pratiques, dans l'attente des ressources nécessaires. La décontraction, même si cela ne me ressemble guère, une insomnie, une plage, une terrasse, bref, une certaine nonchalance et un lâcher-prise. Je ne suis jamais parvenu à faire émerger une idée de recherche en étant assis à mon bureau devant une page blanche ou un écran noir en me prenant la tête entre les mains. Le temps, le hasard, la décontraction. Des ingrédients souvent offerts par le monde académique et singulièrement par notre faculté et ses 3 composantes dont l'IDEAP. Dans mes recherches doctorales et postdoctorales qui portent sur les parcours de sortie de délinquance et en particulier sur le rôle que la société joue pour permettre aux personnes judiciarisées de développer des relations soutenantes, de construire un avenir valorisé, valorisant et sans infraction, je dirais que le point de départ à engager un nouveau projet de recherche tient avant tout aux rencontres que la recherche va rendre possibles. La rencontre d'abord avec des questions, des problématiques, des défis qui suscitent ma curiosité et desquels on peut entrevoir des possibilités de changement et d'innovation. La rencontre ensuite, en particulier dans les méthodes qualitatives que je privilégie, la rencontre avec les personnes, les populations concernées par la problématique étudiée et qui, de par leurs expériences, leurs regards et nos échanges, vont en permettre l'exploration. Et puis enfin, je dirais la rencontre avec les destinataires de la recherche, en particulier dans les milieux de pratique, mais aussi au cœur de la société civile.
Je pense que déjà au commencement d'une recherche, cette rencontre, elle constitue pour moi un ingrédient vraiment important et puis aussi une grande motivation dans le but de pouvoir mettre les savoirs produits au service d'une science connectée à notre société et tournée vers l'avenir. Dans le domaine juridique, le concept de recherche m'a toujours intrigué. Par certains côtés, je dois même vous dire qu'il me fait un peu peur parce que je ne crois pas, en tout cas je n'en suis pas sûr, qu'il puisse exister de vérité scientifique en droit. Cela dit, comme privatiste, un grand moteur de ceux de mes travaux académiques que je regarde en ne les jugeant pas trop sévèrement, c'est vraiment la curiosité, l'intérêt pour une chose à laquelle je n'avais jamais pensé, la possibilité peut-être d'une nouvelle application pour les principes fondamentaux qui sous-tendent notre ordre juridique. Et par exemple, quand la Société suisse des juristes m'a proposé d'être le rapporteur francophone sur le thème « Migration et droit privé », la raison principale pour laquelle j'ai accepté consiste en ceci que je n'avais absolument aucune idée de ce que cela pouvait bien signifier et qu'il fallait donc se mettre à la recherche. J'aimerais vous partager l'origine de mon premier plan de recherche scientifique, rédigé après ma thèse de doctorat. Tout a commencé en 1996, lorsque mon directeur m'a annoncé que mon contrat d'assistant prenait fin dans les 6 mois. Étranger en Suisse, je ne pouvais envisager ni la magistrature ni les services de police. Que faire? Partir à l'étranger pour poursuivre une carrière scientifique paraissait la seule option. J'ai donc décidé de solliciter un grant. Étant européen, j'ai tenté un Marie Curie Fellowship. Le projet a été accepté et je suis parti à Édimbourg, en Écosse, au département des statistiques pour pouvoir travailler avec un spécialiste du raisonnement probabiliste. Que faire ensuite? Pourquoi ne pas tenter un deuxième Marie Curie Fellowship? Un autre financement a été accordé. En somme, c'est la nécessité de trouver une place de travail qui a donné naissance à une passion pour la recherche, nourrie depuis 30 ans grâce également au soutien constant du Fonds national suisse pour la recherche scientifique. Dans mes activités professionnelles, j'ai la chance d'être très impliqué dans la formation continue. L'IDEAP est particulièrement actif dans la formation des professionnels, cadres et futurs managers des organisations du secteur public. J'enseigne le management public et la gestion des ressources humaines au niveau master. Les professionnels auxquels je suis confronté partagent des interrogations quant à leurs problèmes de gestion les plus brûlants. Dans ma recherche, tout commence dans les échanges en marge des formations que je dispense. Du coup, les idées de recherche inspirées du terrain sont nombreuses. Je dois procéder à un tri, devenir stratégique. Quelles sont les idées qui ont une chance d'être entendues par les évaluateurs au sein des instances de financement? Ces idées sont-elles praticables? Autrement dit, est-il possible d'accéder à des données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives? Il m'arrive parfois de laisser tomber certaines bonnes questions de recherche parce qu'elles me paraissent difficiles à faire entrer dans les catégories scientifiques des instances de financement. C'est là que le chercheur doit devenir un stratège académique. Parfois, je le regrette, mais les financements scientifiques contraignent aussi les choix scientifiques. C'est une réalité, on joue avec.